Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play NASSP. Dans cet épisode, nous allons travailler sur les FDAI, qui sont ces afficheurs ici, les deux sphères qu'on a là. Qu'est-ce qu'un FDAI? Eh bien, c'est une sphère en fait qui va tourner en fonction de notre rotation à nous et qui va nous permettre de connaître notre orientation par rapport à une référence dans l'espace et sur les trois axes, dans les trois dimensions. Le FDAI en lui-même se compose donc d'une sphère, voilà, avec des graduations tout autour, pour le roulis, pour le tangage et pour le lacet. On a des petites alignettes jaunes qui nous permettent d'afficher les petites marges d'erreur qu'on va avoir sur nos rotations. Et ensuite on a les aiguilles qui sont là, qui sont les aiguilles de déviation angulaire. Ça paraît un peu sorcier comme ça, mais c'est très simple à comprendre. On va faire beaucoup de théories dans cet épisode, parce qu'il y a des systèmes internes qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment s'agencent les différentes composantes du système inertiel en fait d'Apollo. Donc on va aller voir ça. Et j'en profite au passage pour rappeler, et d'ailleurs c'est une suggestion sur laquelle Nujantou, le créateur du tutoriel qui me sert de trame, a voulu insister, et il a bien raison. Vraiment, nous ce qu'on travaille, on n'apprend pas les procédures, on apprend comment fonctionne chaque bouton. Mais vous devez vraiment vous procurer les checklists, car une mission se réalise avec des checklists, à deux de préférence. Hein, il est bien évident que à l'heure actuelle, là le scénario par exemple sur lequel je suis, il a été préparé à l'avance pour pouvoir fonctionner avec ce que je vais vous démontrer. Il y a des opérations à faire en amont, d'accord, qui ne sont pas, que je ne vous donne pas. Donc vous pouvez vraiment vous référer aux checklists quand vous voulez faire une mission. Là on apprend juste comment ça fonctionne. Alors on va tout de suite aller ici. Donc dans le PDF Système Apollo, vous aurez un petit schéma légendé des FDAI. D'accord? Tout en couleur, c'est très joli. Et vous aurez surtout à la page 39, et ça c'est très intéressant, vous aurez les sources des indications. On va voir très rapidement comment s'agencent les systèmes, mais avec ce tableau, vous pourrez savoir si jamais vous avez un doute. C'est toujours bon de l'avoir apporté. Vous pourrez savoir en fonction de la position des switches de la ligne dont je vous ai parlé, vous pourrez savoir quel FDAI affiche quelle donnée et d'où provient cette donnée. Alors comment s'agence comment s'agencent tous ces systèmes à l'intérieur du module d'Apollo? Et bien voilà. Donc on a ici un superbe schéma qui est le schéma du PNGC. En gros, c'est le Guidance and Navigation. Quand vous verrez écrit sur les panels Guidance and Navigation, vous saurez que le bouton a quelque chose à voir avec tout ce beau monde-là. En premier lieu, on a l'IMU. C'est vraiment la base de la base du système inertiel. Pour comprendre ce que c'est qu'une IMU, en fait, c'est tout simplement un gyroscope qui est monté sur cardan et qui va du coup donner à une plateforme inertielle, c'est la plaque qu'on voit ici, une orientation constante. Il faut comprendre que lorsque le gyroscope va tourner, cette plaque restera toujours dans la même position dans l'espace. Et même si on fait tourner le vaisseau, cette plaque, elle gardera son orientation grâce au gyroscope qui y est intégré. On a aussi des petits accéléromètres sur cette plaque qui vont nous permettre de connaître les accélérations selon les trois axes. Donc cette centrale inertielle, c'est avant tout cette plaque bardée d'équipements de mesure, très sensible, montée sur un cardan, le vert, qui lui-même est monté sur le cardan bleu, qui lui-même est monté sur le cardan rouge.
le cardan rouge étant fixe, d'accord, ce cardan rouge, il est en fait, ici il est représenté sous forme d'un disque, mais en fait il faudrait le considérer comme solidaire à la structure, d'accord. Ensuite, vous avez le cardan bleu, qui va lui pouvoir tourner selon l'axe bleu sur ce petit schéma, et ensuite vous aurez le cardan vert qui va tourner selon l'axe vert. Par rapport à la plaque. Concrètement, tout simplement, on va pouvoir, grâce à cette configuration, toutes ces articulations, pouvoir faire tourner le vaisseau comme on le veut tout autour de cette plaque inertielle sans que celle-ci change de configuration. Et ça va nous permettre donc de mesurer notre rotation par rapport à la référence qui sera l'orientation de cette plaque. Ça paraît simple comme ça, mais on verra tout à l'heure qu'il y a une petite subtilité plutôt embêtante. On travaillera là-dessus. On va quand même finir de voir comment s'agencent tous ces systèmes les uns par rapport aux autres. Donc l'IMU va envoyer des données au Inertial Coupling Data, d'accord. C'est pas la peine de se poser de questions, ça doit être un système en fait, qui va s'occuper de synthétiser tout ça et de rediriger les informations là où il faut. Cette information va pouvoir ensuite aller vers le calculateur de bord, d'accord, l'ordinateur de bord, et ensuite être affichée sur le disque via une petite phrase qu'on va donner tout à l'heure au disque pour qu'il nous affiche les taux de rotation. Le disque peut aussi envoyer des informations au CMC qui pourra, via l'Inertial Coupling Data Unit, passer par le Electronic Display Assembly. Alors ça, c'est tout simplement l'ensemble électrique qui va s'occuper de gérer les FDAI. C'est lui qui va donner l'ordre au FDAI, maintenant tu tournes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Ce n'est pas nous qui donnons directement depuis le disque l'ordre au FDAI de prendre une orientation, et ce n'est pas non plus nous qui donnons au FDAI l'ordre de prendre une orientation via les boutons qui sont ici. Ces boutons-là servent à donner l'orientation qu'on veut au FDAI. Comprenez bien que ça veut dire que le FDAI peut soit prendre l'orientation de la centrale inertielle, soit prendre l'orientation qu'on lui aura demandé de prendre. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on va pouvoir manuellement prendre des références quand on en a envie. Et ces trois petits boutons-là, donc, vont pouvoir, via le Gyro Display Coupler, ordonner à l'Electric Display Assembly de faire tourner les FDAI. Et c'est vraiment très important, ça, de comprendre que dans Apollo, on ne donne pas un ordre directement avec le bouton. Ça passe souvent par plein de sous-systèmes qui vont analyser ça et donner pour le mieux l'orientation qu'on va vouloir pour le FDAI. Le FDAI qui sera, régi par l'IMU, ce sera en général le FDAI 1, c'est-à-dire celui-là, celui qui est asservi par la flèche verte. Et en général, on donnera au FDAI 2 les références qu'on donnera sur l'affichage des trois petites molettes qui est ici. Donc les petits trucs rouges, elles sont des molettes. On peut tout de suite aller voir sur Orbiter ce à quoi elles correspondent. Elles sont là, d'accord, ces trois petites molettes. Et si je choisis de bouger cette molette, d'accord, hop, par exemple 18 degrés de roulis, je fais GDC Align, et vous voyez que ce FDAI a pris un angle de 18 degrés en roulis. Bref. Donc, revenons sur technologie 2 et ce fameux petit schéma. On voit que l'EMS lui aussi fait partie intégrante du Guidance and Navigation System via le Gyro Display Coupler. Et puis on voit que nous avons deux autres gyroscopes. Parce que l'IMU, c'est une chose, mais il n'y a pas que l'IMU qui est capable de mesurer le taux de rotation du vaisseau. Nous avons aussi les BIMAG 1 et 2 qui sont des gyroscopes auxiliaires. Et ces gyroscopes auxiliaires, vous voyez qu'ils peuvent recevoir des données via le système ORDIL. Alors ça, c'est un système de référence, mais on verra ça plus tard.
Mais ils peuvent surtout recevoir des données à partir de ça. D'accord? Donc on va donner ici une orientation. Et en fait, quand on va donner cette orientation, on va cliquer sur GDC Align. Vous m'avez vu cliquer dessus. Et donc, GDC, qui est le Gyro Display Coupler, va réaligner les FDI. Ce Gyro Display Coupler, il est entièrement calibré par rapport au BIMAG. Vous voyez qu'il n'y a aucune flèche de l'IMU qui se rende vers le Gyro Display Coupler. Donc quand on va vouloir afficher des données à partir du Gyro Display Coupler, implicitement ça veut dire qu'on va se servir des BIMAG pour mesurer les taux de rotation. A l'inverse, quand on va choisir l'IMU, ce sera le gyroscope intégré à l'IMU qui va s'occuper de mesurer tout ça. Donc là, vous avez vu un petit peu qu'on a deux grands systèmes gyroscopiques dans la navette Apollo, l'IMU et les BIMAG. Les BIMAG fonctionnent à deux ensemble. Et le grand avantage des BIMAG, c'est que, bon, même s'ils sont un peu moins précis, ils nous permettent, via le Gyro Display Coupler, de pouvoir, quand on en a envie, replacer à zéro une référence momentanée à partir de laquelle on va pouvoir faire de nouvelles manœuvres sans dérégler la centrale inertielle qui est vraiment le gyroscope de base de la fusée Apollo. Alors, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec tous ces systèmes? On va donc tout de suite se rendre ici, et vous allez retrouver des noms qu'on vient de voir. Vous retrouvez CMC, l'ordinateur de bord, et GDC. On revient ici, sur technologie 2. Mince. GDC, c'est donc Gyro Display Coupler. Et l'autre, c'est CMC, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez en fait qu'on va pouvoir choisir si on veut que le FDI soit régi par le CMC ou qu'il soit régi par le GDC. Et dans les deux cas, toutes les données vont ensuite venir en masse se rassembler dans l'Electronic Display Assembly pour être redirigées vers les FDI. On retourne dans la fusée. CMC, GDC, Attitude Set. On va voir ce que c'est que l'Attitude Set. Ici, le FDI qui va être régi, d'accord, qui va être, pardon, pas régi, qui va être allumé en fait, qui va être desservi par du courant, et ensuite l'échelle. Alors l'échelle, ça va concerner uniquement les petites aiguilles qui sont là, d'accord. Vous vous souvenez qu'on avait déjà réussi, je vous ai montré un petit peu comment faire un kill-rot. En fait, il faut que ces aiguilles soient au centre, parce que tout simplement, quand cette aiguille n'est pas au centre, ça veut dire que nous avons un taux de rotation autour de l'axe qui est relatif à cette aiguille. On a un taux de rotation parasite. Et ces aiguilles, on peut régler leur sensibilité. En haut, c'est la position la plus sensible. Au milieu, un petit peu moins sensible. Et en bas, très peu sensible. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un gros taux de rotation pour que l'aiguille se décale, quoi. Alors qu'ici, il faut un rien pour que l'aiguille se décale. Dans le cas présent, vous voyez que le bouton Select est sur les deux positions 1, 2. Ça veut dire que les deux FDI sont allumés. D'accord? Mais on peut aussi choisir un seul FDI. Soit uniquement le 2, soit uniquement le 1. Mais on va d'abord s'attarder sur la situation où on a les deux en même temps. Vous voyez que celui-ci n'affiche pas la même chose que celui-là. C'est parce que, par défaut, lorsque vous activerez les deux FDI, le FDI numéro 1 affichera toujours l'IMU, l'orientation de l'IMU, et le FDI 2, celui du GDC. C'est très important. On va venir maintenant sur ce tableau dont je vous avais parlé. Et vous voyez que
Si le bouton Select, celui qui est ici, on retrouve une autre ligne. Si le bouton Select est sur 1, 2, quelle que soit la source et quelle que soit latitude 7, c'est-à-dire ces deux boutons, ici, on aura toujours l'IMU qui fonctionnera grâce au CMC sur le FDI 1 et le BIMAG 1 qui passera par le GDC sur le FDI 2. Ok, on a compris. Donc maintenant on va voir ce qui se passe quand on touche aux commandes, d'accord? Par exemple, je passe en rotation. Hop. Vous voyez que mes deux FDI répondent. Autrement dit, les deux FDI sont soumis aux rotations. Vous voyez, quand vous les réglez, l'orientation à l'instant de l'IMU ici et du BIMAG 1 ici, mais les deux permettent de mesurer votre taux de rotation. Et vous remarquerez que les aiguilles ont bougé absolument de la même façon des deux côtés. Allez, on refait un petit kilowatt. Voilà. C'est un kilowatt approximatif. Qu'est-ce que je veux faire par exemple si je veux mesurer mon taux de rotation en degrés à partir de la position dans laquelle je suis maintenant? Parce que là, bon, je sais pas trop à combien je suis ici, d'accord? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, et on va sélectionner 0, 0 partout. Voilà. Et là, on va faire GDC aligne. Et hop, celui-ci est revenu à 0. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Regardez, je prends une rotation en lacet. Tout simplement, voilà, je peux clairement voir que je tourne en lacet et je sais de combien de degrés. D'accord? Grâce aux affichages qui sont sur le FDI. Quand on est à la deuxième ligne, on est à 30 degrés. Voilà, donc là j'ai à peu près 30 degrés. À peu près 30 degrés. Et vous voyez que j'ai un petit peu piqué du nez vers le bas, puisque je suis en dessous de cette ligne. Donc je remonte un petit peu. Voilà. On est à peu près stabilisé avec un lacet 30 degrés à gauche. Ça, on a compris. Mais maintenant, on va se poser une petite question. Est-ce que ça marche dans tous les sens? Et surtout, est-ce qu'on peut faire autant de tours sur nous-mêmes que l'on veut? Est-ce que la boule, clairement, peut faire autant de tours qu'elle veut? La réponse est oui, mais le gyroscope, lui, non. Ce que je veux dire, c'est que il y a une configuration particulière du gyroscope dans laquelle il ne pourra plus tourner. On peut bloquer le gyroscope. Et ça, c'est très important parce qu'il faudra surveiller avec grande attention ce taux de rotation pour ne pas que le gyroscope entre dans une configuration dans laquelle il va se bloquer. C'est-à-dire que tous les coudes, toutes les coudées qui articulent les cardans, au bout d'un moment, elles peuvent se retrouver alignées. D'accord? On va tout de suite aller voir un schéma pour mieux comprendre. Ici. Regardez bien. Ici, on a le cardan rouge. Vous vous souvenez qu'il est solidaire à la structure. Ici, on a la plaque, dont l'orientation n'a pas beaucoup de sens pour ce qu'on veut voir maintenant. Et ensuite, on a les deux cardans, le vert et le bleu. Et dans la situation dans laquelle on est, voilà, c'est une orientation particulière. On a l'axe qui est ici pour le vert vers le jaune, qui est le même que l'axe du rouge vers le bleu. Et ça, c'est très mauvais parce que du coup, à partir du moment où
on est dans cette configuration, les calculateurs en fait de bord, d'accord, ne savent plus qui est qui, puisqu'ils sont confondus. Et à partir de ce moment-là, ça va bloquer en fait tout le système inertiel pour éviter qu'on parte sur les mauvais calculs après. L'ordinateur confond, au sens étymologique du terme, ça veut dire qu'il les met l'un parfaitement sur l'autre, et là, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Donc, pour éviter ça, il y a une façon très simple, c'est d'observer la zone rouge qu'on a dans le FDAI relatif à l'IMU. Regardez, ici sur le FDAI 1. On va faire exprès, d'accord, de venir dans la zone rouge. Voilà, on s'en approche petit à petit. Donc là on est à la limite, on va bientôt entrer dans la zone rouge. Et là, je fais un petit kill-rot. On a une alarme. On a une alarme et on a le voyant Gimbal Lock qui s'affiche. Pourquoi? Gimbal, en fait, c'est tout simplement tout le système des cardans. Donc quand Gimbal Lock s'allume, ça veut dire qu'on s'approche de la zone rouge sur le EDAI et que donc on s'approche du blocage de l'IMU. Et puis si jamais, parce qu'on est des fous, on va essayer, si jamais la zone là c'est sécurité, et quand on passe dans le petit cercle au centre, on bloque l'IMU. Vous voyez que la boule s'est arrêtée, et on a le voyant No Hat. On a le voyant No Hat qui vient de s'allumer. À partir de ce moment-là, c'est pas compliqué. L'IMU est bloqué, il va falloir faire toute une manœuvre qui est très fastidieuse pour recaler l'IMU en se servant de référentiels comme les étoiles. Pour remettre l'IMU dans la bonne référence. Donc vraiment, il va toujours falloir faire en sorte à éviter de bloquer l'IMU en passant sur la zone rouge. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette petite expérience. Je quitte, on va revenir. Sur le tutoriel tout pour tester les FDAI. Donc là, on a vu un petit peu les risques qu'il peut y avoir, ainsi que le débattement qu'on va pouvoir donner à un FDAI. On a vu comment aligner le GDC, et tout ça quand on a les deux FDAI en même temps. Maintenant, on va travailler sur comment interagir avec tous ces systèmes quand on choisit qu'un seul FDAI. Par exemple, je ne choisis que le deuxième, c'est-à-dire celui qui est en haut. Hop, je passe ce bouton sur 2. Ce FDAI automatiquement va se bloquer. Et un petit drapeau nous l'indique par off. Il se bloque en position neutre. D'accord? Donc on ne peut plus s'en servir. Regardez, si je prends de la rotation, lui il ne bouge plus. D'accord. L'autre FDI, par contre, qu'est-ce qu'il affiche? Eh bien, il affiche l'IMU. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ici, on a sélectionné CMC. Et le CMC, vous vous souvenez qu'il travaille avec l'IMU. Comment est-ce qu'il fait ça? On va retourner dans notre schéma général. L'IMU envoie des données via l'Inertial Coupling Data au CMC, qui peut la renvoyer au Inertial Coupling Data, qui va remonter par l'Electronic Display Assembly, et monter dans notre FDI numéro 2. C'est simple. Maintenant, on va sélectionner l'autre. Même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est ce FDI qui va prendre l'orientation de l'IMU, et ce FDI qui va passer en position neutre.
On a compris. Maintenant, est-ce qu'on peut sélectionner sur ce seul FDAI autre chose que l'IMU, à savoir les BIMAG? Eh bien oui, on va passer sur la position GDC qui travaille avec les BIMAG, et il se trouve que ça passe à 0, même pas tout à fait d'ailleurs, parce que au chargement du scénario, les BIMAG étaient à 0. Mais on va pouvoir changer ça. Regardez, hop. On va donner des valeurs comme ça. Observez bien ce que fait le FDI pendant que je vais cliquer sur GDC Aligne. Hop, il a pris l'orientation que j'ai donnée ici. Bon, ça change rien en fait avec ce qu'on a vu tout à l'heure quand on avait les deux FDI, sauf que là on n'en a plus qu'un seul. Et enfin, nous avons la position Attitude Set. Et on va pouvoir choisir, quand on est en Attitude Set, si on veut l'IMU ou le GDC en Attitude Set. Autrement dit, en Attitude Set, on va choisir si l'attitude qu'on aura demandée avec les roulettes devra être ensuite mesurée dans ses rotations par le GDC ou par l'IMU, tout simplement. Regardez. On va partir sur le petit tableau mémo. Donc vous pouvez vraiment, je vous conseille, il faut que vous choisissiez ici, que vous téléchargiez toutes ces pages, parce que en cours de vol, elles vous seront d'une aide inestimable. Ça vous évite de devoir apprendre un tableau comme ça par cœur, par exemple. Donc vous voyez que quand vous êtes en attitude 7, si vous vous placez en position IMU, eh bien votre FDAI sera gouverné par l'IMU. C'est l'IMU qui va décider, qui va envoyer des données pour dire on a tourné de tant de degrés. Et donc faire tourner votre FDAI. Et si vous êtes en attitude 7 et que vous choisissiez GDC, dans ce cas-là c'est le GDC qui va le faire. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà comment ça se passe. Tous ces boutons qui nous permettent d'affiner et de choisir vraiment quelle source va décider des taux de rotation, va décider aussi de qu'est-ce qui va indiquer le taux de rotation et choisir l'échelle pour les petites flèches de déviation angulaire. Donc là, voilà, vous avez compris comment on interagit avec tous ces systèmes, j'espère que j'ai été assez clair. Mais on va quand même finir par vraiment se familiariser avec le FDAI. Je précise aussi qu'en attitude 7, vous aurez ces petites tiges jaunes qui vont se déplacer, qui seront en fait les petites marges d'erreur. Mais encore une fois, ces tiges jaunes là, ne vous en souciez pas maintenant parce que quand on parle juste des références instantanées, on n'en a pas besoin. On va repasser 1 et 2. Et maintenant on va s'amuser un petit peu vraiment à lire sur les FDAI. On va faire un peu de pratique pour de vrai. On va repasser tout ça à 0. Là, hop. Pareil ici. Voilà. Et on fait... Regardez le FDAI qui est là, on va le voir bouger un petit peu en haut de l'écran. Choc. Voilà. GDC Align. Donc, comment est-ce qu'on lit un FDAI? Nous venons de le remettre à 0 pour pouvoir bien observer ce qu'on fait. Mon vaisseau est bien en rotation. Et alors, si vous êtes un petit peu habitué aux horizons artificiels dans les avions, eh ben c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que déjà dans un horizon artificiel, vous n'avez pas des affichages courbes. D'accord? Les lignes qui sont là, elles sont droites. Elles ne sont pas courbes. En fait, il n'y a pas vraiment d'horizon dans l'espace.
C'est juste des histoires d'orientation de référence en fait. Et l'orientation de référence actuelle, c'est le noir en dessous, le blanc en haut, et voilà. Et c'est juste, ça va juste être une référence pour qu'on ne se perde pas dans notre rotation par rapport à la position qu'on avait avant la rotation en fait. D'accord? C'est pas un haut et un bas, il n'y a pas de raison. On n'a pas remis notre vaisseau, c'est pas notre vaisseau qui a bougé en se remettant, si vous voulez, avec l'astre référentiel en dessous de nous. C'est pas du tout ça. C'est vraiment juste cette boule là qui a bougé. Donc on va faire un peu de lacet pour voir ce qui se passe. Voilà. J'ai pris du lacet à gauche, donc avec la touche du pavé numérique, c'est le 1. Et je pars à gauche. Mais la boule, elle tourne vers la droite. Donc il faut se familiariser avec ça. En fait, c'est exactement comme si la boule, c'était votre vaisseau. Vous voyez? Notre vaisseau aussi, il tourne. Ensuite, alors on va s'arrêter. Ensuite, une autre petite chose mnémotechnique que vous pouvez faire pour au début, si vous ne vous y retrouvez pas trop, vous y retrouvez. Imaginez que vous prenez cette boule et que vous la retournez en doigt de gant en mettant votre tête à l'intérieur de la boule quand vous l'avez retournée. Je ne sais pas trop si vous me comprenez, mais prenez cette boule, mettez le nez à l'endroit, mettez le nez contre cette boule, et ensuite imaginez que vous faites un trou de l'autre côté de la boule et que vous la retournez comme une chaussette autour de votre tête. Et que vous êtes dans la boule. D'accord? Donc imaginons que là nous ne sommes pas en dehors de la boule, mais dans la boule. Et là, ça va vous paraître tout de suite plus logique, regardez. Si je fais ça, bah si je tourne vers la droite, là j'ai mis du lacet à droite, bah, c'est bel et bien vers la droite des inscriptions que je vais. C'est vers la droite des inscriptions que la croix jaune, si vous voulez, se dirige. Et si on était dans la boule, ça paraîtrait parfaitement logique. En fait, nous avons là une projection de l'espace qu'on a autour de nous, de toutes les dimensions, qui est projetée sur une sphère, sauf que, au lieu d'être projetée à l'intérieur de la sphère, elle est projetée à l'extérieur, donc elle est retournée comme une chaussette. J'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire. Vraiment, vraiment, c'est un truc mnémotechnique qui, moi, m'a aidé au début. En fait, je me suis rendu compte qu'il suffit juste de faire abstraction du fait que ce soit une sphère, de considérer que c'est juste un schéma, s'imaginer que c'est quelque chose de plat, c'est-à-dire que ça revient à être dans la sphère, et là, ça paraît parfaitement logique. Donc c'est pas tout à fait comme un horizon artificiel, il faut s'y faire un petit peu. Donc vraiment, entraînez-vous comme ça à comprendre comment marche le FDI. Et vraiment, hein, quand vous avez compris ce que j'essaie de vous faire comprendre avec cette histoire de retourner la boule sur elle-même, ça paraît parfaitement logique. Par exemple, si je donne un coup de rotation avec la touche 2, d'accord, pour lever le nez, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la boule qui va se mettre à tourner vers le bas. C'est-à-dire à tourner, comment dire, comment dire, que le 33 qui est dans le noir qu'on voit en bas ne va pas monter vers le 3 qui est en haut. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien parce que c'est moi qui lève le nez et je vais m'incliner vers le haut. Donc ce sont les graduations du haut qui vont s'amener vers moi sur le FDAI. Tout simplement. Voilà. Et là, il faut s'imaginer en fait, et voilà, que le dessin n'est pas courbe. Imaginez-vous que le dessin est plat. Voilà, faites cet effort-là, et ça paraîtra parfaitement logique. Imaginez-vous qu'on a simplement une projection à plat, et que ça a été dessiné à la main, et que, voilà, c'est un peu tordu. Imaginez-vous ça. Donc voilà, là on est à 30 degrés vers le haut. Voilà pour comprendre le FDAI, pour savoir lire le FDAI. Maintenant, le FDAI ne donne pas des valeurs extrêmement précises. Comprenez bien, bon, c'est pratique pour savoir à peu près comment on est. Et pour quand on veut donner des gros coups de rotation pour dégrossir la rotation, mais au bout d'un moment il faut affiner. Et comment est-ce qu'on va affiner?
eh ben, on va utiliser notre ami le DSky, qu'à partir de maintenant on utilisera tout le temps. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va rentrer verbe 16 noon, ça veut dire que ce n'est pas un programme, c'est un affichage, 20, et on fait entrer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons en fait les données qui sont affichées sur, hop, ici, sur le FDAI 1, à savoir le FDAI qui va montrer l'IMU. Et même si on change de FDAI, d'accord? Si je choisis que le FDAI 1 en attitude 7 sur le GDC, c'est quand même l'orientation et uniquement l'orientation de l'IMU qui sera affichée ici. D'accord? Ce ne sont pas les orientations du GDC, à savoir des BIMAG. Voilà. Donc après, voilà, on va pouvoir affiner au degré près, si on le veut, grâce à l'IMU, en affichant le programme verbe 16 noon 20. Bon, donc j'en ai fini pour ce tutoriel sur les FDAI. Encore une fois, téléchargez le tutoriel de Nul en Tout, vous y trouverez tous les schémas détaillés, toutes les checklists, parce qu'à plusieurs étapes de la mission, on va se servir des FDAI, et il y a plein d'étapes, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas dites dans ce tutoriel, parce que ce sont des étapes juste de mise en route du système électrique, enfin, c'est assez basique, un petit peu comme ce qu'on avait fait à la toute première leçon, mais je vous rappelle que voilà, ce qu'on avait fait à la toute première leçon, c'était pour vous faire prendre un petit peu le pli de ce que c'est que de travailler avec une flopée de boutons, mais vraiment pensez aux checklists parce que sinon vous ne pourrez pas allumer les FDI quand vous le voudrez. Voilà, pour finir cette vidéo, on va passer un petit peu à l'extérieur histoire d'avoir de belles images en discutant. Je suis en train, avec l'aide de mon frère, de faire un cockpit en vrai pour piloter Apollo avec NASSP, c'est-à-dire une capsule, d'accord, une reproduction en vraie taille réelle de la capsule d'Apollo qui fonctionnera puisqu'elle marchera grâce à NASSP. Le lien de notre page Facebook est dans la description si vous voulez suivre l'avancement du projet. Je mettrai aussi le lien du suivi de notre projet sur le forum francophone d'Orbiter. Donc n'hésitez pas à venir voir, à aimer la page si vous voulez suivre. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans le cockpit d'Apollo.